Donc c'est parti pour la Wikibalade. Donc Peter Zeeman, donc prix Nobel en 1902, la deuxième année avec Lorentz, pour sa découverte de l'effet Zeeman. Donc ça, on va aller regarder juste après. Donc il fait ses études à l'université de Leiden, où il enseigne jusqu'à ce qu'il devienne professeur de physique à l'université d'Amsterdam. Donc Leiden, c'est aux Pays-Bas, j'imagine. Voilà, c'est là. Leiden. Ouais, c'est à peu près, c'est près de la mer. Hop, et Amsterdam, vous connaissez. Ses travaux portent entre autres sur l'émission de lumière par les atomes excités et sur la propagation des signaux lumineux dans les milieux en mouvement. On lui doit la découverte de l'effet Zeeman. Donc voilà, c'était un spécialiste des liens entre l'optique et l'électromagnétisme. Donc en 1896, Zeeman découvre que les raies spectrales d'une source de lumière, donc vous vous souvenez si vous avez vu les dernières vidéos sur les vraies sciences, ce sont les raies d'absorption ou les raies d'émission dans le spectre. Hop. Raies d'émission, spectre. Voilà, vous avez des raies comme ça à certaines longueurs d'onde qui sont émises. Donc l'élément émet seulement certaines longueurs d'onde ou absorbe certaines longueurs d'onde. Et donc lui, ce qu'il a regardé, c'est l'effet d'un champ magnétique sur ces raies spectrales. Et il a montré que une source de lumière qui est plongée dans un champ magnétique, s'il y a un champ magnétique entre la source et l'observateur, les raies spectrales ont plusieurs composantes. En fait, elles vont se dédoubler, elles vont se démultiplier. Et c'est ça l'effet Zeeman. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre qu'il y a un lien entre la lumière et les champs magnétiques. Alors, on commençait à le deviner avec les équations de Maxwell, mais là, on a vraiment une démonstration expérimentale assez forte de ça. Et donc, il partage le prix Nobel de physique avec Lorentz, dont on a parlé la dernière fois, en reconnaissance des services qu'ils ont rendus sur l'influence du magnétisme sur les phénomènes radiatifs, donc le lien entre la lumière et le champ magnétique. Voilà, on peut regarder en anglais s'ils disent plus de choses. Tac. Donc là, on a une autre photo. Voilà, donc une photo de l'effet Zeeman. Vous voyez les raies spectrales, elles sont démultipliées en présence d'un champ magnétique. C'est ça l'effet Zeeman. Donc on va parler un petit peu de ça. Alors, ok. Donc on peut recommencer là. Alors, il s'est intéressé à la physique assez tôt. En 1883, donc il avait 18 ans. Il s'est intéressé à des aurores boréales qui étaient visibles depuis les Pays-Bas. Ouais, il a publié dans Nature, il a fait une description du phénomène. Voilà, donc assez tôt, il s'intéressait aux sciences physiques. Ok. Et donc, il a étudié sous la direction de Kamerlingh Onnes. Donc lui, on pourra peut-être en parler une autre fois. Voilà, il a eu le prix Nobel en 1913, donc on en reparlera. Pour l'instant, je le laisse de côté. Et de Lorentz, donc, dont on a parlé la dernière fois. Et en 1890, c'est devenu carrément l'assistant de Lorentz, donc ils ont vraiment travaillé ensemble. Ouais, depuis les Pays-Bas, ouais. Bah, des fois, ouais, on peut voir les aurores boréales, finalement, assez loin au sud. Après, ça devait être exceptionnel, hein, 1883. Il y a peut-être une éruption solaire qui a fait qu'il y avait des aurores boréales assez bas, assez au sud. Tac. Et il a participé à la recherche sur l'effet Kerr. Donc l'effet Kerr, qui est aussi un effet entre l'optique et les champs magnétiques. Donc vous voyez ici, on a un morceau de métal qui émet des champs magnétiques différents suivant les petites plaques là. Vous voyez, vous avez une polarisation des atomes qui est différente suivant la manière dont s'est formé le métal.
Et ça, on arrive à le voir avec un microscope, donc un microscope de Kerr, qui est basé sur l'effet Kerr. Donc l'effet Kerr, c'est le fait que le champ magnétique va influer, avoir une influence sur la lumière quand elle va rebondir, quand elle va avoir une réflexion sur le matériau. Voilà. Voilà, donc l'intensité de réflexion et la polarisation sont affectées par le champ magnétique. Donc la polarisation, qu'est-ce que c'est? Je peux prendre la tablette là. Hop. Vous avez un. Donc maintenant on le sait, à l'époque on ne savait pas trop, hein, mais je vais vous faire un petit schéma. Donc la lumière, maintenant on le sait, c'est une onde électromagnétique. Donc vous avez un champ électrique et un champ magnétique qui se déplacent, qui se propagent. Et cette propagation, donc c'est une oscillation du champ. Tac. Ça va être en noir. Donc vous avez un rayon lumineux qui vient un peu vers vous, comme ça. Et qu'est-ce que c'est qu'un rayon lumineux? C'est un champ électrique qui oscille. Vous avez un champ électrique qui est comme ça, et puis il oscille. Voilà, donc il prend une valeur qui devient de plus en plus petite, et puis après il change de sens. Voilà, là vous voyez un petit peu l'oscillation. Donc vu de face, hein, vous avez un champ qui est comme ça, hop, qui fait comme ça. Si je représente le vecteur. Donc un coup il pointe dans ce sens-là, un coup il pointe dans ce sens-là. Voilà, vous avez cette oscillation. Et vous avez le champ magnétique qui fait pareil, mais de manière orthogonale. Donc, hop. Voilà. Salut. Exsanguination. En 3D, c'est une rotation, l'oscillation. Alors, très bonne question. Justement, ça dépend de la polarisation. Donc là, ce que j'ai dessiné, c'est ce qu'on appelle une polarisation rectiligne. Hop, j'essaie de prendre le même rouge. Donc ça, c'est rectiligne. Ce vecteur-là, il peut aussi tourner sous forme d'un cercle. Donc là, on dit que c'est une polarisation circulaire. Donc là, je suis en train de parler de la polarisation. Donc circulaire, dans un sens ou dans l'autre. Et le cas général, c'est quelque chose d'un petit peu, voilà, un peu plus tordu comme ça, qui est elliptique. Donc vous imaginez le champ qui vient vers vous et qui tourne comme ça, la flèche du champ électrique. Donc les électrons, hein, ils suivent ce champ électrique, donc si le champ est dans un sens, les électrons, vu qu'ils sont chargés moins négativement, ils vont dans l'autre sens, la force est dans l'autre sens. Donc voilà, l'effet sur les charges, vous voyez, ils tournent comme ça, vous avez le champ électrique qui tourne en arrivant vers vous. Donc ça, c'est de la lumière qui vient vers vous et qui est polarisée, soit rectilignement, soit circulairement. Et ça, nous, on ne le détecte pas. Par contre, il y a des animaux qui le détectent. Je crois que les abeilles le détectent. Alors, abeilles, polarisation, et non pas pollinisation, lumière. Hop. Voilà, les motifs de polarisation des fleurs aident les abeilles à trouver la nourriture. Voilà, ils ont des capteurs sensibles à la polarisation de la lumière. Donc aujourd'hui, nous, on sait le faire en laboratoire, hein, fabriquer des polariseurs. Donc en gros, vous avez un polariseur, hein, c'est vous avez une sorte de lentille qui a un axe défini, un axe privilégié. Et donc si la lumière, elle est polarisée rectilignement et qu'elle arrive selon l'axe du polariseur, elle va passer. Et si elle est orthogonale, elle va être coupée. Et si elle est entre les deux, elle va passer à moitié. Voilà, l'intensité va diminuer.
Les lunettes pour voir un film 3D, ça marche par polarisation aussi, non? Alors, certaines, oui, je pense. Il y en a qui coupent aussi suivant une fréquence. Ça ouvre et ça ferme à des fréquences très rapides. Mais oui, oui, je crois qu'il y en a qui marchent par polarisation. Lunettes 3D, polarisation. Ouais, 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 ça existe. Donc ouais, il y a sûrement, un des 2 verres qui est dans un sens et ça existe pas dans nos télés, ça déjà. Dans les écrans, les télés 3D, j'imagine que ça marche avec ça, ouais. Je connais pas trop ça, écran 3D, polarisation. Mmh, TV 3D, polarisation passive. OK, des écrans à polarisation passive. Donc ils affichent 2 images simultanément, même si elles peuvent être affichées de manière séquentielle, donc c'est ce que je disais, ça peut aussi alterner. Mais chaque image dispose d'une polarisation propre. Donc il y a une des 2 images, elle nous envoie de la lumière donc, mais selon un axe et l'autre selon l'axe, orthogonal. Donc les lunettes ne sont pas de simples lunettes qui contiennent un filtre polarisé. En raison de la différence de polarisation pour chaque œil et la différence de la polarisation de chaque image, ce dispositif permet de vivre pleinement l'expérience 3D, OK. Voilà, ça permet d'éliminer les images fantômes, les clignotements. Donc c'est une technologie qui a l'air un peu plus poussée que celle, qui est, intermittente. C'est plus cher, OK. Donc ouais, effectivement, ça marche, il y a des systèmes 3D qui marchent comme ça, par polarisation. Donc voilà, il y a certains animaux qui le voient, mais pas nous. Voilà et vous voyez que certains milieux, l'effet Kerr, c'est un petit peu ça, en fait. Quand la lumière rebondit, suivant le champ magnétique, la polarisation va changer. Vous voyez, l'axe de polarisation, il est, vertical, là et suivant le milieu, vous pouvez avoir une modification de cette polarisation. Voilà, bah, ça, c'est le schéma que j'essaie de faire, vous l'avez en beaucoup plus propre, là. Donc vous voyez le champ électrique qui oscille de haut en bas et le champ magnétique qui oscille, dans une autre direction. Ça, c'est de la lumière. Voilà, la lumière, c'est ça. C'est une manière de voir la lumière, une manière de représenter la lumière. C'est un champ électromagnétique qui se propage. Voilà, donc là, vous avez voilà, une très belle polarisation rectiligne. Vous voyez le champ électrique, ce qu'il fait? Il est toujours selon la même droite. Donc un champ, c'est un objet qui a une valeur différente en chaque point. Donc là, en un point donné, la flèche, elle pointe soit vers le haut, soit vers le bas, et elle oscille. Là, vous pouvez avoir une polarisation circulaire, elliptique, etc. Tac, tac, tac. OK. Et donc, sur certains matériaux, quand vous avez ce genre alors c'est pas toujours à cause de la polarisation, mais des fois quand vous avez des couleurs qui apparaissent comme ça, c'est parce que donc on a dit qu'il y avait 2 polarisations qui pouvaient, être transmises en même temps et il se trouve que dans certains matériaux, il y en a une qui va aller plus vite que l'autre. Parce que le matériau, il est pas symétrique, il préfère, entre guillemets, qu'on lui envoie une polarisation donnée. Il va plus freiner l'autre. On appelle ça la biréfringence. Voilà, bon ça, on va pas rentrer dans les détails, trop compliqués. Voilà et quand vous appuyez dessus, hein, vous modifiez le matériau, donc vous modifiez cette biréfringence-là. Voilà et les verres polarisés permettent de couper un petit peu le rayonnement du ciel, le rayonnement solaire, parce que ce rayonnement est polarisé. Voilà ça on le fait avec les élèves en TP. Si au moment où on fait le TP d'optique, il fait beau, si on tombe sur un jour de soleil, ils ont le polariseur, donc la petite, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Polariseur. Voilà, ça ressemble à un anneau comme ça
Et voilà, si vous avez une lumière polarisée ah zut, qui arrive vers vous, vous tournez, vous voyez là, la main, elle change de position, vous le tournez à 90 degrés, mais là, la lumière passe, et puis elle passe de moins en moins bien, et puis là, elle est coupée. Voilà, c'est un peu comme si vous aviez des barres, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, mais des barres qui ne laissaient passer qu'une certaine polarisation, et qui coupaient toutes les autres. Ok. Alors, on était en train de parler de l'effet Kerr. Et l'effet Kerr, hein, c'est ça qu'a étudié Zeeman en premier. C'est le fait que cette polarisation, elle est modifiée au moment de la réflexion sur le matériau. Donc la lumière rebondit sur le morceau de métal, et suivant le champ magnétique qu'il y a à la surface, eh ben, elle va être décalée. La polarisation va être modifiée. Voilà, vous voyez là, il y a des réflexions là sur le métal. Ok. Et ça a été découvert par John Kerr. Voilà, ça, c'est John Kerr. Voilà, qui a donné l'effet Kerr. Donc l'effet Kerr, c'est justement ça, c'est ce que je vous disais. Cette formule-là, si je veux la traduire en français, ça vous dit que l'indice optique, on en a parlé de l'indice optique la dernière fois, hein. Vous vous souvenez, la lumière dans les milieux, elle va pas à la vitesse de la lumière dans le vide, elle va plus lentement, et c'est caractérisé par un nombre, l'indice optique, qui vaut c sur la vitesse. Donc vous voyez, ce nombre, s'il vaut 1,5, ça veut dire que v, c'est c divisé par 1,5. Donc la lumière, elle va 1,5 fois plus lentement que dans le vide, si elle est dans le vert, par exemple. Et donc, le delta, là, ça veut dire qu'il y en a deux. Et on regarde la différence entre les deux. Donc, il y a deux indices optiques, un pour une polarisation verticale et l'autre pour la polarisation horizontale, par exemple. Et vous voyez que cette différence, elle dépend du champ électrique. Encore une fois, on a une... ça, c'est tôt, hein. C'était au 19, voilà, 1875. Donc, à ce moment-là, on a une expérience qui fait un lien entre l'optique, l'indice optique, l'indice de réfraction, et le champ électrique. Voilà, c'est le fameux indice de réfraction. Donc, effet Kerr. Voilà, il a travaillé sur ça, Zeeman, au début. Voilà, la réflexion de la lumière polarisée sur des surfaces magnétisées. Et d'ailleurs, alors, je ne sais pas s'ils en parlent de ça, mais on peut analyser l'activité magnétique du Soleil grâce à ça. Non, je crois que... Non, ouais. Je sais plus, j'avais vu ça en regardant l'effet Zeeman. On en reparlera peut-être après. Ok. Là, il a travaillé à Strasbourg. Et voilà, donc il a observé la démultiplication, la séparation des lignes spectrales quand on met un champ magnétique dans le milieu. Et ça, c'est l'effet Zeeman. Hop, je l'avais déjà ouvert. Et ça, c'est le fameux effet qui a été récompensé par le prix Nobel. Voilà, donc c'est quelque chose qui avait été pressenti par Michael Faraday. On parlera de Michael Faraday aussi. Donc lui, il n'a pas eu le prix Nobel parce que c'est un scientifique du 19e siècle. Mais vous pouvez être sûr que s'il y avait eu des prix Nobel à l'époque, il l'aurait eu. Voilà, faudra parler de lui plus tard. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans un fichier texte. Alors, attendez. Tac. Nouveau. Document texte. Qui balade. Voilà, parce que sinon, ça nous fait dévier un peu dans toutes les directions. Donc, voilà. Puis comme ça, si je manque d'idées, je saurais que j'ai ce fichier. Michael Faraday, on en reparlera une autre fois.
Donc lui, il s'est rendu compte qu'effectivement, il pouvait y avoir un lien entre les champs magnétiques, les champs électromagnétiques. Ouais, le fond d'écran, c'est le. Bah, tu dois savoir ce que c'est là, c'est le fond diffus cosmologique. C'est la dernière image qu'on ait, la plus précise qu'on ait. Ok, donc il a senti, Faraday, qu'il y avait un lien. Voilà, le rayonnement fossile. Il a senti qu'il y avait un lien entre champ magnétique et rayonnement lumineux. Mais les faibles moyens de l'époque l'empêchèrent de le montrer. Et donc c'est Zeeman qui a fait la démonstration. Et il s'est rendu compte que ces différentes raies qui étaient démultipliées, elles avaient des polarisations différentes. Vous voyez, on revient à cette histoire de polarisation. Donc le fait que Zeeman ait travaillé sur l'effet Kerr un peu avant, ça l'a aidé à bien comprendre ça. Alors d'où ça vient cette séparation? Pour ça, il faut faire de la mécanique quantique. Donc rassurez-vous, je ne vais pas du tout entrer dans les détails, mais je vais vous donner en gros l'ordre, les généralités qui permettent un peu de comprendre d'où ça vient. Ça vient de la subdivision des niveaux d'énergie des atomes à cause du champ magnétique. Donc voilà, je vais vous résumer ça. On ne va pas entrer dans le détail des équations. Vous avez un objet en physique qu'on appelle le moment magnétique qui est lié au spin. Vous voyez, S, là, c'est le spin. C'est le moment cinétique. Vous avez sûrement déjà entendu parler du spin. Donc, ça vient du moment cinétique. Et ça vous dit en gros à quelle vitesse un objet tourne. Voilà, c'est la masse de l'objet fois, pour simplifier, la distance au centre, que je vais appeler L, fois la vitesse. Voilà. Et on note ça grand L. Donc vous avez par exemple le Soleil et vous avez la Terre ici. Voilà, la Terre, elle a une certaine distance L et elle a une masse M et elle a une certaine vitesse V. Et donc vous faites ce produit-là et ça vous donne le moment cinétique. Ce moment cinétique, il prend certaines valeurs dans les atomes. Donc ça, c'est Bohr qui a montré ça. Et ça lui a permis de montrer que l'énergie dans les atomes avait certaines valeurs. Donc ça, c'est ce dont j'ai parlé dans les vidéos. Vous avez des niveaux d'énergie dans les atomes. Et les électrons, ils occupent ces niveaux d'énergie. On va les mettre en vert. Vous avez des électrons comme ça. Voilà, il y a certains niveaux comme ça. Et ils peuvent passer d'un niveau à l'autre suivant s'ils reçoivent de la lumière ou s'il y a des collisions. Et à chaque fois qu'ils descendent d'un certain niveau à un autre niveau, bah, vous regardez la variation d'énergie, on appelle ça delta E, et ça vous donne la fréquence, F, la fréquence. Et il y a un facteur devant qui s'appelle la constante de Planck. Et donc vous pouvez connaître la fréquence, donc la longueur d'onde, en fonction de ces niveaux d'énergie. Et donc c'est les fameux raies d'émission là. Ça arrive à une certaine longueur d'onde. Donc c'est lié à 2 niveaux d'énergie dans l'atome. Voilà ce que c'est qu'une raie d'émission ou d'absorption. OK. Et donc ce moment magnétique, pour revenir à ça, il est lié au moment cinétique par une certaine constante qui est l'intensité du courant. Si on définit l'électron, il tourne autour de l'atome dans un modèle classique. Donc ça définit un courant électrique. Et voilà, vous multipliez ça par le moment cinétique. Et il faut prendre aussi ce qu'on appelle le spin, qui est un moment cinétique aussi, mais interne à l'électron. Donc c'est comme si l'électron... donc le spin, c'est comme si l'électron... Je ne vais pas l'écrire. Hein. C'est comme si l'électron tournait sur lui-même très rapidement. Et voilà, il faut bien insister sur le comme si, parce que l'électron, en fait, il ne tourne pas sur lui-même. C'est juste que il a un moment cinétique interne dans sa... Voilà, et on lui associe un moment cinétique à lui-même. Il n'a pas besoin de tourner autour de quelque chose. Il a déjà un moment cinétique. OK. Et donc, voilà, on va combiner tout ça là, tout ce dont je viens de vous parler. Il se trouve que en gros, il a donné l'explication précise de pourquoi certains matériaux causaient des raies d'émission-absorption. Ça, c'est Bohr, ouais.
Ça, c'est pas Zeeman, hein, ça, c'est Bohr qui a fait ça. Bohr, il a fait une hypothèse comme quoi ce moment cinétique-là, il ne prend que certaines valeurs, un certain multiple, donc petit n avec un n, un nombre entier, de h bar. Donc, par exemple, L, il vaut h bar, ou 2 h bar, ou 3 h bar. Avec h bar qui est lié à ça, c'est h sur 2pi. Voilà. Je promis, j'arrête les équations dans 2 minutes, hein, c'est juste pour répondre à la question. Et ça, en faisant ça, vous faites le calcul et vous trouvez les niveaux d'énergie de l'hydrogène. Donc les longueurs d'onde. Et donc voilà, c'est le calcul incroyable de Bohr qui arrive à retrouver le spectre de l'hydrogène avec les bonnes longueurs d'onde en faisant tout ce calcul-là, grâce au moment cinétique. Voilà. Vous savez, ce moment cinétique, il est conservé. C'est ce qui fait que les patineurs, quand ils tournent en écartant les bras et qui resserrent les bras, ils se mettent à tourner beaucoup plus vite. Ça se comprend avec ça. Donc la masse, elle est conservée. Et la longueur, elle diminue ici. Quand ils resserrent les bras, cette longueur, elle diminue. Il se rapproche de l'axe de rotation. Et comme le produit doit être conservé, il faut forcément que la vitesse augmente. Voilà, c'est pour ça que quand vous êtes... alors je ne sais pas si vous arrivez à le faire, mais vous pouvez le faire sur une chaise tournante. Vous écartez les bras et vous resserrez les bras, vous allez voir, vous allez tourner plus vite. Ça, c'est la conservation du moment cinétique. Et donc, en faisant ça, il trouve les niveaux d'énergie. Et donc, il y a ce fameux moment magnétique, mu. Moment magnétique. Il se trouve que quand vous rajoutez un champ magnétique dans le système, vous avez donc l'énergie de base et vous rajoutez ce moment magnétique, qu'on note mu, fois le champ magnétique. Voilà. Et ça, c'est très, très intéressant. Ça veut dire que le champ magnétique, eh ben, il va venir décaler les niveaux d'énergie. Alors ça, à mon avis, je dois pouvoir le trouver quelque part. Sûrement en anglais. Voilà. Donc là, attendez, on va le faire. Voilà. Donc ça, c'est les niveaux d'énergie de base dans l'atome, sans champ magnétique. Et quand vous ajoutez un champ magnétique, vous voyez, le rouge, là, il s'est coupé en deux à cause de ce terme-là, mu fois B. À cause du champ magnétique, l'énergie, soit elle est un petit peu augmentée, soit un petit peu diminuée. Pareil pour le niveau noir. Le niveau bleu, vous voyez, il a carrément été multiplié en 4. Et ça, les plus 1,5, etc., c'est les valeurs des spins, justement. Et donc, au lieu d'avoir 2 transitions, donc 2 longueurs d'onde, donc 2 traits dans le spectre, vous en avez je ne sais pas combien. Vous voyez, il y a plein de flèches parce qu'on a toutes les transitions possibles. Et donc, au lieu d'avoir... Là, on le voit un petit peu là. Si je le remets en français. Au lieu d'avoir seulement 2 traits, on en a plein. Voilà, c'est ça l'effet Zeeman. Et c'est en observant ça et surtout l'observation, hein, pour l'observation, qu'il a eu le prix Nobel. L'explication là, que je viens de vous donner, ça, on l'a faite après. Voilà, donc là, on le voit. Donc ça, c'est Zeeman avec Einstein et lui, il est connu aussi, c'est Ehrenfest. Voilà. Ok, il a succédé à Van der Waals. Lui, pareil, on en reparlera. Alors lui, je crois qu'il n'a pas eu le prix Nobel. Pareil, il est... Ah, peut-être que si. Lui, c'est fin 19e, donc... Bon, lui, on en parlera aussi. Hop, je vais le mettre dans la liste. Où est-ce qu'elle est? Hop. Dervals. Et ensuite, il a fait des expériences sur le principe d'équivalence. Donc, le fait que la masse sensible à la gravité, c'est la même que la masse sensible à la loi de Newton, à l'inertie. Pareil, on parlera de ça une autre fois, je pense. Très intéressant. Voilà, il a fait de la relativité restreinte, etc. Et donc, il a eu le prix Nobel en 1902, d'autres médailles, plein d'autres prix. Il a continué à faire de la physique après.
Et il y a un cratère sur la Lune. Voilà, le cratère Zeeman. Je sais pas s'il est très gros. Diamètre 184 km, si quand même. Voilà pour Zeeman. Donc le deuxième, dans l'ordre chronologique, le deuxième à avoir eu le prix Nobel après avec Lawrence. Un cratère lunaire dans le CV, ouais, entre ça ou le prix Nobel, je pense qu'à terme, ce sera plus prestigieux d'avoir un cratère lunaire. Parce que imaginons qu'il y ait encore des prix Nobel donnés dans 1000 ans. Des cratères, il n'y en a pas 150, hein, donc au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Par contre, des prix Nobel, on peut en donner autant qu'on veut. Donc ça paraît rien comme ça, mais je pense qu'un cratère de 180 km, si le nom reste sur 1000 ans, 2000 ans, je pense que ça vaut quelque chose. Ouais. Surtout si on s'installe sur la Lune et qu'il y a des gens qui habitent dans le cratère Zeeman. Voilà. Ce sera peut-être le nom d'une ville sur la Lune dans 2-3 siècles. Je sais pas. Voilà, c'était l'histoire de l'effet Zeeman et de Peter Zeeman. Donc la prochaine fois, on parlera. Alors, là, il y a des choses qu'on connaît bien, c'est des Français. Et il y a Pierre et Marie Curie en 1903 et Becquerel. Alors, ils ont séparé en deux, mais les trois ont travaillé sur des choses assez proches, qui est la découverte de la radioactivité. Donc, on en avait parlé sur la chaîne principale. Voilà. Zeeman et Lorentz, je crois que j'en avais pas parlé, j'en avais jamais parlé. Par contre, voilà, dans la vidéo sur la radioactivité, je parle bien sûr des trois qui ont eu le prix Nobel, hein, de Becquerel, de Pierre Curie et de Marie Sklodowska. Marie Curie. Donc ça, ce sera la prochaine fois. Marie Curie a eu 2 prix Nobel, oui. Elle a eu, ça, c'est le prix Nobel de physique, hein, tout ça. Elle a eu le prix Nobel de chimie aussi. Elle a eu le prix Nobel de chimie. 20 ans plus tard, un truc comme ça. Non, même pas. 8 ans plus tard. En 1911. Ouais, bah oui, un grand nom de la science, hein, bien sûr. Marie Curie. Pierre Curie aussi. On l'oublie un peu, le pauvre. Mais Pierre Curie, c'est immense aussi ce qu'il a fait. Voilà, les deux qui travaillent ensemble, forcément, ça donnait des grandes choses.